J'ai eu la chance extraordinaire d'être entouré, très tôt dans ma vie et ma carrière, de personnes qui m'ont orienté vers la voie de la maîtrise de soi, de l'approche holistique et multidisciplinaire, autant dans la préparation, la prévention que la récupération, sur les plans physique, mental et émotionnel. Et pour revenir à votre commentaire initial, qui disait que je suis l'un des athlètes qui s'est vraiment immergé dans la spiritualité et l'approche holistique, je dirais oui, mais je me surprends et me choque encore moi-même de voir combien j'ai encore à travailler dans ce domaine, à quel point je ne connais pas encore assez ce monde. Il a été très difficile pour moi d'accepter cela. J'ai commencé à bâtir ces fondations très jeune, mais tout a tellement évolué. C'est transformé dans ma façon de me voir et de voir le monde. Quand j'étais au sommet de ma carrière, je me sentais imbattable, capable de marcher sur l'eau. Nous vivons tous cela à un moment donné, et c'est un sentiment formidable. Mais l'ego vous emmène dans des endroits dont il est difficile de revenir. Peut-être ne devrait-on pas en revenir, mais trouver un équilibre, une mesure optimale. Il m'a fallu du temps pour accepter que ce que j'ai appris, maîtrisé et pratiqué quotidiennement depuis plus de 20 ans n'est pas une garantie infaillible. Cela ne fonctionnera pas toujours à tous les moments de ma vie, face à toutes les circonstances. C'est une énorme révélation. J'essaye encore de la saisir, de comprendre tous ces facteurs qui entrent en jeu et me challengent au quotidien. C'est un beau voyage que j'essaye d'embrasser, mais quand vous êtes immergé dans un moment sombre, il est difficile d'en sortir. Je vois instantanément l'erreur quand je cherche à blâmer mon entraîneur, mon kiné ou qui que ce soit d'autre après une défaite. Je me rappelle toujours « Hé, prends tes responsabilités. Tu es aux commandes de ta vie. » J'aimerais que mes enfants sachent s'ennuyer, car c'est dans ces moments-là que l'on est le plus créatif, que l'on peut gérer ses pensées au lieu de les refouler en se distrayant avec son téléphone. Tu sais, je veux encore faire plus. Je sais que cela vient en grande partie d'une bonne place, un lieu d'objectif, d'inspiration, d'amour et de passion pour le sport, pour rendre les gens heureux quand ils me regardent. En étant toujours actif, je continue de répandre cette lumière et d'inspirer les jeunes générations. Cela vient d'un bon cœur, mais j'ai aussi identifié que cela venait d'un sentiment de ne jamais être assez. Cela remonte au tout début de ma vie et à ma relation avec mon père. Ne pas faire assez, ne pas être assez bien. Cela m'émeut d'en parler car c'est toujours enfoui en moi. Beaucoup, même mes proches, me demandent « Que veux-tu de plus ? Tu as tout accompli. Pourquoi continues-tu » Je leur donne la bonne raison. Je le ressens encore très fort. Tant que j'aurai la capacité de concourir pour les plus grands titres, je veux continuer. Une autre part de moi est inspirée par l'envie de tester mes limites mentaux et physiques. Quand j'ai commencé, à 30 ans, on comptait les jours jusqu'à la retraite. Aujourd'hui, c'est différent. Les soins apportés au corps se sont améliorés. Ce n'est plus réservé au top 15. Le top 50 a accès à ce suivi. C'est aussi une question de curiosité. Jusqu'où puis-je aller ? J'ai 38 ans. Combien de temps puis-je repousser mes limites ? Je n'ai pas le sentiment d'en avoir. Les limites sont souvent des constructions de l'esprit. J'ai vu l'épisode avec Brian Johnson. Il se consacre à comprendre comment vivre le plus longtemps possible. Je comprends cela. En tant qu'athlète professionnel, le soin apporté à son corps et à son esprit, le dévouement aux habitudes quotidiennes, sont extrêmement exigeants. Changer une habitude demande au moins 21 jours au cerveau. Mais sans le bon environnement, c'est très difficile. L'environnement peut vous stimuler, vous soutenir ou vous tirer vers le bas. Nous sommes des êtres sociaux, tribaux. Nous voulons appartenir à une communauté, même petite, qui nous soutienne. Prendre des décisions difficiles
est un défi constant lorsque la société vous expose en permanence à un mode de vie contraire à vos nouveaux choix. Se réinventer est un combat de tous les jours. J'ai eu cette éducation, ces bases solides, et j'ai accompli des choses incroyables. Mon rêve était de devenir numéro 1 mondial et champion de Wimbledon. J'ai réalisé ce rêve en 2 jours. En 2011, gagner Wimbledon et devenir numéro 1 le même jour, devant ma famille, fut une expérience unique. Après un tel accomplissement, on se sent comme si on avait volé vers la lune. C'est une expérience hors du corps. Puis il a fallu me fixer de nouveaux objectifs. J'avais 24 ans, j'étais au sommet de mes capacités. Alors j'ai voulu gagner plusieurs grands chelems, les gagner tous, remporter une médaille d'or pour mon pays, entrer dans l'histoire, etc. Un esprit orienté vers les objectifs est crucial, que ce soit dans le sport ou les affaires. La clarté est essentielle pour avoir l'esprit en paix. Il faut fixer des objectifs à court et long terme, définir une stratégie et s'entourer de personnes qui vous soutiennent, tout en vous disant aussi les vérités que vous ne voulez pas entendre. Il faut apprendre à se relever, à développer une peau dure. C'est un processus constant. Pour faire court, je ne me sens pas pleinement satisfait parce qu'une part de moi pense pouvoir faire plus. L'autre part est bien sûr heureuse, fière et a hâte de pouvoir un jour réfléchir à tout cela. Mais tant que je suis actif, je n'en ai pas le temps. La saison de tennis est la plus longue de tous les sports. J'ai gagné le droit d'être sélectif avec les tournois. Je me concentre sur les grands événements. J'incorpore toutes ces autres dimensions à ma carrière et j'élargis ma plateforme pour utiliser ma voix au-delà du court. Je suis super chanceux d'être dans cette position, mais c'est un voyage et un processus constant. Mon enfance a été marquée par les guerres, les sanctions, l'embargo, la pauvreté. J'ai été forcé de mûrir très rapidement. Je suis l'aîné de 3 frères. En tant que fils aîné, mon père m'a mis en position d'être informé très tôt, vers 11 à 12 ans, de la situation de notre famille et de notre pays. L'un des moments les plus marquants de mon enfance est quand il a apporté 10 marks allemands, l'équivalent de 10 $, et a dit « C'est tout ce que nous avons pour notre famille de 5 personnes ». Cela m'a frappé de plein fouet. J'ai compris que je devais prendre les choses en main à ma manière de garçon de 12 ans. Au moins, je pouvais soutenir ma mère et alléger son fardeau. J'ai compris que l'échec n'était pas une option. Je devais réussir. C'était une question de survie pour ma famille. C'est là que cela a commencé. Au fil des années, cela s'est transformé, mais cette empreinte est restée. Ma relation avec mon père était aussi teintée par un manque de patience, car tout le monde voyait que j'avais un talent. Je venais de Serbie, un pays sans tradition tennis, une nation de sport collectif. Pendant les années 90, le sport était un spectacle, un exutoire, mais certainement pas une priorité soutenue par des fonds publics. Et j'avais choisi le pire de tous, le tennis, une discipline notoirement coûteuse. J'ai donc placé le fardeau de ce rêve impossible sur les épaules de ma famille, au pire moment imaginable pour notre nation et pour nous. Les déplacements au tournoi étaient un luxe inabordable. La fédération, exsangue, ne pouvait rien pour nous. Alors mon père est devenu un quémandeur, un obligé. Il frappait à toutes les portes, même les plus sombres. Il a dû s'humilier devant des criminels, les seuls à prêter de l'argent quand tout le monde vous ferme la porte au nez. Je me souviens de ce tournoi décisif aux États-Unis. J'avais 15 ans. C'était le grand voyage, celui de la dernière chance. Impressionné lors des tournois juniors majeurs et peut-être signé avec une grande agence. Il nous fallait 5 000 $, une fortune. Mon père est allé les demander à ses hommes. Ils lui ont souri, cyniques. « Tu es pressé ?» ont-ils demandé. Le taux était déjà usuraire, 15%. « Parce que tu es pressé, ce sera 25%. » Mon père a accepté.
Il n'avait pas le choix. Je ne peux qu'imaginer l'enfer qu'il a vécu ensuite. La peur au ventre, traqué par ses créanciers, dans une ville en proie aux violences, tout cela pour que je puisse, moi, jouer au tennis. Il a risqué sa vie, littéralement, pour mon rêve. Il est mon héros absolu et aucune réussite, aucune somme d'argent ne pourra jamais m'acquitter de cette dette. Mais ce fardeau, cette pression insoutenable a laissé en moi une empreinte indélébile. Le sentiment viscéral de ne jamais être assez. Chaque coup raté, chaque défaite prenait une dimension dramatique. Ce n'était pas qu'un match perdu, c'était un crachat sur le sacrifice de mon père. Il ne me le disait pas, mais je le sentais. Je devais gagner, coûte que coûte, toujours. C'est pourquoi je suis intimement convaincu que ma réussite ne s'explique pas seulement par mon travail ou les sacrifices de ma famille. Une force divine, une intervention supérieure, y est pour beaucoup. Je suis un homme de foi. Je crois que si l'on ouvre son cœur, si l'on prie et que l'on croit, une aide inattendue se manifeste dans les moments les plus sombres. Je l'ai ressenti physiquement. Vous savez, la clé est la régularité absolue. Ce n'est pas un interrupteur que l'on actionne dans la panique. Ma pratique est un pilier quotidien. Prière, méditation, pleine conscience, respiration consciente, visualisation. J'explore et je teste constamment des techniques comme la PNL avant de les intégrer à ma routine. Au fil des décennies, j'ai ainsi développé ma propre formule, une alchimie personnelle qui n'est pas figée. Elle évolue avec moi, s'adaptant à chaque nouvelle étape de ma vie. C'est une discipline de tous les instants, le ciment qui me permet de rester connecté à quelque chose de plus grand, dans la tempête comme sous le soleil.